Ici la voix maudite. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Bienvenue sur La Voix Maudite, je suis John B. Davis et on se retrouve pour la deuxième émission des Carnets du MechWarrior. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Commonwealth lyrien, autrement dit, la maison Steiner. Alors, la maison Steiner a été fondée en 2341 et elle fut la plus grande force économique de la sphère intérieure. Son nom de capitale est Arcade. Rappelons, comme nous l'avons vu dans le premier épisode, qu'entre 3024 et 3057, il y eut un mariage important entre Hans Devion et Katrina Steiner pour former ce que l'on appela le Federated Commonwealth. Les ennemis réguliers de la maison Steiner sont la maison Marik, la maison Kurita et le clan des Jet Falcon. À la période de l'île Clan en 3151, le peuple n'a plus vraiment confiance en l'archonte actuel. Et on peut même dire qu'en cette période de l'île Clan, la maison Steiner a perdu plus de la moitié de ses mondes. Elle est vraiment dans un état, on peut dire, plutôt précaire. Néanmoins, pour cet épisode des Carnets du MechWarrior, je me trouve en la présence du capitaine Thomas Friedrich. Bonjour capitaine. Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous poser cette simple question. Qu'est-ce que c'est d'être un MechWarrior de la maison Steiner ? Alors, la maison Steiner a un héritage culturel germanique assumé. Et vous entendez que je parle évidemment français, mais notre langage national, c'est normalement l'allemand, avec également l'anglais. Nous avons un système politique qui est fondé sur une monarchie féodale avec une forte représentation démocratique. Et notre leader porte le titre d'archonte. Alors, la représentation démocratique est particulièrement importante parce que chez nous, la plupart des gens se sentent avant tout liés à leur planète d'origine, et ensuite seulement ils se sentent comme faisant partie du Commonwealth. Et donc, on peut pas faire l'impasse sur ce sentiment-là. Il faut savoir que chez nous, il y a une forte diversité culturelle. On trouve vraiment un petit peu de tout au niveau des origines, des couleurs de peau, des façons de penser également. Tout le monde se réunit derrière l'esprit qui est fermement défensif et porté sur le commerce. Ce sont un peu les marques de fabrique du Commonwealth. Bien, donc du coup, capitaine Friedrich, vous avez parlé de diversité culturelle, vous avez parlé de commerce, et donc on peut clairement dire que votre maison est la plus riche, la plus prospère et probablement économiquement la plus stable de la sphère intérieure. Oui, clairement. Je pense que depuis toujours, on a eu, notamment parce qu'on avait également énormément de planètes qui abritaient des gisements et des matières premières particulièrement intéressantes pour le commerce. Mais on a toujours eu cet avantage, ce qui a permis d'avoir un niveau de vie, un niveau d'éducation qui est particulièrement élevé pour l'ensemble des concitoyens de la maison. Et donc il y a assez peu de disparité. Je pense que c'est un des endroits où il fait le plus agréable à vivre. À ça, on ajoute beaucoup de tolérance, une grande liberté de culte. Donc clairement, je pense que si un citoyen de la sphère intérieure le pouvait, il voudrait en fait faire partie du Commonwealth lyrien. Beaucoup de nos voisins ont des visions sur les avantages qui sont les nôtres, et donc ont tendance à vouloir nous envahir. Et ça, quelque part, ça a forgé le caractère des Lyriens, puisque nous sommes plutôt des protecteurs. Donc clairement, je pense qu'on est aussi une des maisons les moins belliqueuses de l'ensemble de la sphère intérieure. Et la plupart du temps, on combat sur notre propre terrain. On n'a pas de visée expansionniste, on a tout ce qu'il faut chez nous. Et vous le protégez jalousement. Évidemment. On peut dire aussi que vous avez quand même tenté une alliance avec la maison Devion. Explique-moi un petit peu, comment cela s'est passé pour vous, le Commonwealth lyrien ? Bon, j'ai pas fort envie de revenir sur cet épisode assez tragique de notre histoire, mais il faut savoir que à l'époque, l'archonte de l'époque, donc Katrina Steiner, avait pour vue de fonder une alliance avec la maison Devion. L'idée, c'était, elle est séduisante sur le papier, c'était d'allier la plus grande puissance militaire de la sphère intérieure, la maison Devion, avec la plus grande puissance économique, nous, pour fonder un État successeur surpuissant, capable de venir à bout de tout.
Mais manque de chance, on a subi l'irruption des clans, des successeurs d'Alexander Kerensky, de plein fouet. Donc, alors l'alliance a permis de repousser, l'envahisseur, mais par contre assez rapidement, on s'est rendu compte que si on profitait du niveau d'expertise militaire de la Maison d'Évion, notre économie, elle, s'en ressentait de plus en plus, puisque ça voulait dire des frais supplémentaires au niveau militaire, et que par contre, la Maison d'Évion, elle a profité de notre expertise économique. Et donc petit à petit, la sœur de Catherine Nash Taylor a fait sécession, et donc à un moment donné, une partie du Commonwealth s'est détachée, est devenue l'Alliance lyrienne, et il y a eu une guerre civile absolument terrible qui a ravagé à la fois notre territoire et celui de la Maison d'Évion. Donc à tel point qu'à un moment donné, la seconde Ligue stellaire qui avait été formée pour repousser l'invasion des clans, on a dû la quitter. Et donc les autres maisons ont dû continuer le combat seules, tandis que nous, c'était plus possible de contrer les clans. Eh bien, donc capitaine Friedrich, maintenant j'aurais envie de vous poser un petit peu cette question. Parlez-moi de la LCAF. Donc bien sûr, l'Iron Commonwealth Armed Force, donc la LCAF, c'est la force armée du Commonwealth lyrien. C'est vraiment notre armée propre, donc il y a plutôt pour vocation, comme je l'ai déjà évoqué, à défendre notre territoire. Alors nous sur le terrain, évidemment, on est extrêmement concernés, on est entraînés, on est rompu à toutes les techniques de combat, mais malheureusement, il y a une forme de tradition ou de malédiction qui accompagne la LCAF, c'est celle des généraux sociaux. Donc en fait, beaucoup d'officiers supérieurs sont en réalité des nobles ou des gens qui ont suffisamment d'argent ou de contacts ou un réseau assez développé que pour s'offrir une place. Quand je dis s'offrir, c'est vraiment ça. Et donc ils s'achètent une place au sein de la hiérarchie. Ils ont les épaulettes et les médailles qui vont avec, mais en réalité, ils n'ont pas toujours les compétences qui leur permettent d'assumer ces tâches-là. Et donc, déjà, ça leur coûte évidemment le respect de la troupe. Donc, nous, sur le terrain, ainsi que les soldats qui se battent sous leurs ordres, leur vouent assez peu de respect. Mais ça veut surtout dire qu'il y a des gros problèmes parfois au niveau stratégique, au niveau de la préparation, même de l'entraînement, au niveau logistique, alors que la plupart des composantes individuelles sont très capables. Mais on va dire que l'esprit qui est censé animer tout ça en vue d'une victoire assurée est déficient. Donc voilà, on est vraiment handicapé par une hiérarchie qui en fait est plutôt une bureaucratie de salon, quoi. Alors qu'à côté de ça, on est probablement aussi la force armée qui est la mieux équipée de toute la sphère intérieure. Donc, vu évidemment qu'au niveau économique on est très fort, on a du matériel d'excellente qualité. Donc on a le matériel à tout point de vue qui est parfois le plus coûteux. On est quand même handicapé et on essuie quand même régulièrement des défaites. Et là pour le moment, clairement, devant la levée de toute une série de micro-États à l'intérieur du Commonwealth, leurs velléités individualistes et sécessionnistes, ainsi que les assauts des clans, pour le moment, on n'est pas bien, on peut le dire. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est que nos chefs, évidemment, nos officiers supérieurs, comme ils sont pas très versés dans l'art de la guerre et plutôt dans celui des salons, mais ils ont tendance à penser que ce qui fonctionne, c'est simplement les mecs les plus lourds, les plus puissants, mais c'est aussi souvent les plus lents et les moins adaptés, les moins polyvalents. On se retrouve avec une proportion de mecs lourds et de mecs d'assaut très importante, du matériel qui est très coûteux, mais on a les moyens pour ça, mais aussi qui est parfois très lent, qui n'est pas polyvalent, qui n'est pas adapté aux missions qui sont les nôtres. Donc face à un adversaire beaucoup plus mobile, beaucoup plus rapide, ou qui a des technologies plus avancées, notamment en termes de camouflage ou de furtivité, là on peut être dépassé. D'accord. Il y a une blague célèbre où on explique qu'une lance de reconnaissance de la maison Steiner, en fait, c'est 4 atlas, quoi. Donc, D'accord, voilà. c'est du lourd et du solide. C'est du lourd et du solide, mais bon, pour faire de la reconnaissance, on préférait la faire en locust ou en wasp. Bon, on en a aussi, mais on en a beaucoup moins. Et c'est pas compris par nos chefs. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a un fort potentiel, mais à côté de ça, il est handicapé par une incapacité à penser des opérations où c'est plutôt la rapidité d'exécution, par exemple, qui prime sur la puissance de feu. Donc on a également des combat teams, comme on les appelle chez nous, donc des lances interarmes, enfin des organisations interarmes avec également des blindés, de l'infanterie, etc.
C'est quelque chose qu'on a appris de notre alliance avec les Soleils Fédérés, avec la maison d'avion. Mais malheureusement, on a souvent ce problème de penser pas seulement en termes de tonnage ou de puissance de feu, quoi. Bien, du coup, ça me permet de faire une transition. Expliquez-moi un petit peu quels sont les bottlenecks qui sont le plus couramment utilisés par votre maison. Alors il y a l'Atlas et puis l'Atlas. Non, c'est caricatural, mais donc on utilise assez peu de mecs légers, mais un qu'on retrouve très souvent, c'est le Commando. C'est clairement un des mecs légers les plus courants. Un de mes préférés. Ah ben ça tombe bien. Donc voilà, le Locust également, le Stinger, on a aussi en montant de classe, hein, donc le Phoenix Hawk, le Hawkman, le Griffin, Crusader, le Stalker, mais là on est carrément une classe au-dessus, l'Archer, le Warhammer, on retrouve le Banshee, Mon préféré. le Warhammer, hein. On retrouve également le Banshee, le Zeus, et alors l'Atlas. Voilà, mais c'est généralement les battlemechs les plus lourds qu'on va retrouver. Et presque toujours, dans une lance de mecs légers, on va retrouver des mecs moyens. Dans une lance de mecs moyens, on va retrouver des mecs lourds. Dans une lance de mecs lourds, on va retrouver des mecs d'assaut. Donc voilà, c'est plutôt ça la politique. D'accord. Alors, Capitaine Friedrich, parlez-moi un petit peu des unités les plus connues de votre maison. Alors, les unités les plus connues chez nous ont souvent un parcours beaucoup plus plat que dans d'autres grandes maisons beaucoup plus militaires, puisque après tout on a tendance à livrer des batailles plus défensives. Mais parfois sur la défensive on peut être excellent. Donc on trouve évidemment la garde, hein, la Lyran Guard, les Lyran Regulars, donc les unités régulières de l'armée qui ne déméritent jamais. On a la Arcturan Guard, la Donegal Guard, les Waco Rangers et les Sky Rangers. Voilà pour les unités les plus courantes, en sachant que par exemple les Sky Rangers font partie d'un territoire qui a fait sécession à l'heure où je vous parle. Mais quelque chose que j'ai pas évoqué, mais évidemment comme nous sommes un État très puissant financièrement, mais pas au top au niveau militaire, on a tendance à faire énormément appel aux unités mercenaires. Et donc beaucoup des opérations offensives sont menées avant tout avec l'appui d'unités mercenaires, voire avec elles en fer de lance. Et enfin, j'aurais aimé que vous puissiez m'expliquer un petit peu le coloris de votre maison. Alors la couleur traditionnelle de la maison Steiner, c'est le bleu, hein, on dit le Steiner Blue. Et donc nos unités dans leur livret d'apparat sont généralement dans des couleurs bleues, avec également du blanc. Donc les unités de la garde sont pour un tiers blanc, un tiers bleu. Un tiers du mec est peint en blanc et les deux tiers en bleu. Mais on retrouve également des tenues, des livrets camouflés, donc en vert olive ou en couleur sable. C'est courant également. Il y a un petit peu de tout, mais je dirais que les couleurs traditionnelles sont plutôt le bleu et le bleu. Eh bien, Capitaine Friedrich, c'est un plaisir de partager avec vous ces quelques mots sur, sur la maison Steiner et sur le Commonwealth syrien. Et eh bien, donc du coup, c'était John B. Davis pour les carnets du MechWarrior. Et on se retrouve en studio pour un débriefing de la maison Steiner. Et voilà, on se retrouve en studio, du coup, un petit peu plus pour de nouveau un petit peu discuter autour de la maison Steiner. Et donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est, voilà, moi qui débute à Battletech, qu'est-ce qui, au niveau du fluff, au niveau du jeu, me donne envie de jouer la maison Steiner ? Comment je dois me comporter quand j'ai une lance de la maison Steiner devant moi et que je me suis sur la table de jeu ? C'est toi qui la joues, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, dis-moi. Parce que là, j'avoue, c'est un peu mon coup de cœur, là. Je vais avouer qu'en préparant un petit peu le podcast et en mixant dans le truc, je trouvais que c'est une maison qui est... Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est... sa force, elle est peut-être pas nécessairement sur la table de jeu, c'est un peu paradoxal, mais c'est plein de nuances. Déjà, ils ont un héritage germanique, donc ils sont censés parler plutôt allemand, visuellement c'est ordonné, c'est carré, un petit peu l'image qu'on se fait de l'Allemagne. Mais c'est justement peut-être l'autre visage de l'Allemagne qu'on voit moins. La force économique, c'est un peu moins visible, alors que pourtant c'est la première force économique, je pense, européenne aujourd'hui. Je crois que c'est l'Allemagne. Mais enfin, peu importe.
Mais c'est ça, et c'est aussi l'aspect peut-être plus moderne, plus tolérant, plus multiculturel. Et donc c'est quelque chose de... Ça, c'est par contre, ça, c'est la nouvelle Allemagne. Oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est peut-être pas celle qu'on se fait au premier abord quand on joue à un jeu de bataille avec figurines, quoi. Donc ça, déjà, je trouve ça original. Et puis alors, ils sont clairement sur la défensive, ils sont pas au top militairement, même s'ils ont du beau matériel. Donc je trouve que c'est une vision très moderne. Enfin, en tout cas, c'est fort comme ça. Est-ce que du coup, on va se retrouver, est-ce qu'on va se retrouver à jouer allez, on va dire quelque chose un peu élitiste là. Si on joue dans un scénario, je vais jouer de la défense, ça je l'ai bien compris. Et est-ce que je vais jouer les meilleures versions des mecs? Mais en même temps, du coup, comme je joue les meilleures versions des mecs, je risque de peut-être des fois me retrouver avec un peu de sous-nombre. Sombre. Eh ben, moi, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas peut-être jouer des mecs plutôt plus lourds, plus efficaces, effectivement, des bonnes versions. Mais comme dans Alpha Strike, tu sais modifier le niveau, le skill, le niveau de compétence de ton mec. Eh ben, c'est peut-être l'occasion d'aller jouer allez, le skill de base en général, c'est 4. Bah, tu pourrais jouer des atlas, parce que j'ai beaucoup parlé de l'atlas, c'est un mème, comme on dit maintenant. Ouais, c'est un running gag, c'est le running gag de la maison Steiner. Bah, tu peux imaginer jouer des atlas avec un skill de 4 ou de 5 par exemple. Donc des unités, on va dire des mecs d'élite, mais avec des pilotes pas d'élite, quoi. C'est donc ça. Ça peut être sympa. Ouais, c'est ça, des pilotes qui ont acheté leur permis de piloter. Ouais, enfin après au niveau, c'est plutôt les officiers supérieurs en fait qui sont pas bons. Dans les unités, les pilotes, les gens sur le terrain, ils ont tendance à être aussi bons que dans les autres maisons. Okay. Mais par contre, on peut l'imaginer. Moi j'aime bien les représentations, j'aime bien me dire qu'effectivement ils ont peut-être un niveau inférieur parce qu'ils croient pas tellement, ils savent qu'ils sont perdus, ils sont à l'avant, on les a fourrés dans une bataille qu'ils sauraient pas gagner parce que leurs arrières sont déjà coupées. Il y a la chaîne logistique, et je disais qu'ils ont une très bonne logistique, mais à côté de ça, on va peut-être leur livrer des munitions pour leur LRM en quantité, sauf qu'en fait ils n'ont pas fait gaffe que dans la lance en question il n'y a pas de lanceur de LRM, quoi. Ils ont que des armes à énergie, donc voilà, c'est un peu l'idée. Ça, c'est une possibilité de les jouer. L'autre, c'est plutôt au niveau du scénario. On peut imaginer qu'on a des scénarios impossibles à gagner. On peut très bien les jouer avec la maison Steiner en se disant ok, je ne saurais pas gagner parce que je suis dans une position où je suis à 1 contre 2, mais je vais essayer de tenir malgré tout. Ou alors vraiment des scénarios défis, aller le plus vite possible pour aller sur les objectifs avec que des mecs lourds, des Atlas comme je disais, ou des Warhammer. Enfin, c'est pas des machines qui courent à 12 pas par tour, quoi. Donc, on a vu dans l'épisode sur la maison d'Avion que par contre là c'était un peu pour reprendre un terme un peu classique, c'était un peu la maison Vanilla qui te permettait de jouer un peu de tout à tout niveau. Ici, du coup, si on joue la maison Steiner, on va jouer du lourd, quoi. On va jouer... Plutôt, mais on n'est pas cantonné à ça, mais c'est clair que si on veut être plus dans l'esprit fluff, il faut ça. plus ça. Ouais, parce que c'est un petit peu... Oui, on sait bien que la règle d'Alpha Strike permet de pouvoir jouer un petit peu de tout, mais l'intérêt, c'est ici, si on veut jouer fluffiquement parlant, on va mettre du lourd. Okay. C'est pas mal. Voilà, du coup, j'aurais juste envie de te poser encore comme peut-être dernière question, à moins que tu aies envie de développer un autre truc, je sais pas, mais c'est quoi les 3 points qui vont me faire jouer la maison Steiner en fait? 3 points. Moi, je trouve que le premier, c'est je mettrais en avant le fluff. Ce côté un peu paradoxal d'être sur à la fois la première puissance économique de la sphère intérieure, mais d'être aussi... je dirais que c'est peut-être bien celle qui, militairement parlant, est la moins au point. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est celle d'être justement la puissance militaire la moins au point, mais celle qui est dotée du meilleur matériel. Et moi, je mettrais en troisième la livrée de parade de leur mec en blanc et bleu. Moi, je trouve qu'elle pète, quoi. J'aime vraiment bien. Ouais. C'est un beau bleu, c'est un bleu un peu plus clair comme ça. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça rend... Il y a un impact visuel puissant. Bien, ouais. C'est vrai qu'ils sont... ils sont typés... Ouais, il y a quelque chose, il y a effectivement quelque chose de très visuel et de très attirant par là. Voilà. Après, on peut faire aussi du blanc et du bleu avec d'autres maisons. Hein. On parlait de la maison d'Evian, il y a aussi des gardes en blanc et en bleu, et ça le fait. Il y a un membre sur un groupe Facebook réputé qui a fait des très belles unités.
voilà, c'est possible aussi, mais c'est plus typique de la maison Steiner. Donc, voilà, je dirais que c'est un peu les 3 raisons que je mettrai en avant. D'accord. Peut-être juste un tout petit peu teaser la prochaine maison. Hein. Je sens qu'on va se tourner vers le soleil levant la prochaine fois. Je sais pas pourquoi. J'ai des inspirations asiatiques. Mais alors, je ne sais pas trop laquelle. Est-ce qu'elles seront vertes ou rouges? On verra bien, mais je sens qu'on va voyager dans l'Orient. Écoute, avec plaisir. Ok. Et donc, du coup, il nous reste encore une fois à vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et je te remercie aussi pour ce podcast. Hein. Avec grand plaisir. Et merci à tous. Et à bientôt.